Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on aborde un thème sensible et un sujet surtout qui touche au plus profond, l'estime de soi pendant la maladie, pendant un cancer. Parce qu'on sait perdre ses cheveux, les différents effets indésirables, le teint fatigué, la modification des ongles, les cicatrices, le regard des autres. Tous ces changements peuvent bousculer la relation et l'image qu'on a avec son propre corps. Alors comment réussir à se réconcilier son image, à s'aimer, et à de nouveau se regarder devant un miroir? Comment accepter cette nouvelle image de soi? Comment réussir à prendre soin de soi quand on a justement une modification de l'image? Pour nous aider à comprendre tous ces bouleversements et à retrouver confiance en soi, on est là aujourd'hui avec toi Dominique, socio-esthéticienne au Centre Oscar Landré. Bonjour Dominique. Bonjour Charlotte, bonjour Alinka. Bonjour Alinka. On en parlera tout à l'heure, mais toi Alinka, tu nous parleras de ton histoire, de justement tes conseils et de ce qui t'a manqué, peut-être quand tu étais malade. Avec plaisir. Bonjour Charlotte, bonjour Dominique. Dominique, le cancer, les traitements, les effets indésirables, on l'a dit, transforment l'apparence, l'image de soi, la façon dont on se regarde et peuvent justement entraîner des modifications visibles du corps. Tu accompagnes un certain nombre de patientes ici au Centre Oscar Landré. Qu'est-ce qu'elle te partage au quotidien? Alors oui, j'allais dire elle déjà, juste une petite réflexion de prime abord, c'est que j'ai vraiment envie déjà d'insister sur le fait que ça concerne les hommes, les dames, les enfants, les ados, vraiment tous les patients et patientes qu'on peut suivre ici. Alors oui, effectivement, Charlotte, il y a des répercussions au niveau du corps, au niveau de la manière dont on perçoit son corps, son visage. Donc les répercussions ensuite sont psychologiques et effectivement, il peut y avoir un repli sur soi. Il va falloir pour chacun pouvoir restaurer son image, réapprivoiser son image, pouvoir se voir dans le miroir de manière positive, se reconnaître et faire quelque part... Peut-être que c'est un peu fort comme mot, peut-être aussi qu'Aninka voudra rebondir là-dessus après, mais en fait, faire le deuil de son ancienne image et de se dire que les choses maintenant elles seront peut-être un peu différentes ou peut-être qu'on retrouvera cette image, chacun son parcours. Donc effectivement, nous sommes là en tant que socio-esthéticienne pour accompagner, pour aider la personne à ne pas se replier sur elle-même, pour lui faire savoir aussi qu'il y aura des étapes et qu'il y a effectivement une étape de réappropriation. Donc juste pour exemple de tout ce que je viens d'évoquer, des témoignages de personnes que j'ai maintes fois entendu. Par exemple, des mamans qui vont dire moi je ne veux pas que mon enfant me voie sans cheveux et qui vont d'emblée choisir une prothèse justement pour éviter cela, ou de mamies aussi qui me disent mamie, non, je ne veux pas que mon petit enfant me voie comme ça, ou mon mari. Donc cet exemple me semble particulièrement significatif puisque se dire qu'on a déjà du mal à appréhender son visage sans la prothèse pour certaines personnes, bien sûr. Ça me semble plein de sens de pouvoir vous partager ça. Donc les soins socio-esthétiques qui sont proposés ici au Centre Oscar Landré, elles aident les patientes sur différentes étapes, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça permet de pouvoir, chacun à son rythme, se retrouver dans le miroir. Et les soins, en fait, vont être axés sur plusieurs dimensions. C'est-à-dire qu'il y aura déjà l'axe conseil qui est très important. En première intention, beaucoup de patients viennent nous rencontrer pour pouvoir réagir si tel ou tel problème, par exemple une sécheresse de la peau, on en reparlera après. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quels cosmétiques, etc. Donc là, c'est du conseil pur. Après, il peut y avoir un deuxième axe où on va proposer en fait de partager des techniques, comment redessiner par exemple le sourcil, comment donner l'illusion du cil, et puis partager des techniques à un moment donné, tiens, madame aimerait une pose de vernis, ça lui fait du bien, un maquillage, ça lui fait du bien. Et le troisième axe, en fait, concernera davantage la relaxation, la détente, pouvoir percevoir son corps autrement et pouvoir faire de son corps un ami, parce que
qu'effectivement, quand à un moment donné, on ressent de la détente, du plaisir dans son corps, les traitements vont être perçus totalement différemment. Puis à un moment donné, surtout, on fait le break dans sa tête. On peut, ça arrive, heureusement, beaucoup de patients me disent, mais là, j'ai tout oublié. Là, j'avais vraiment l'impression d'être à l'extérieur, de venir en institut quand les soins sont prodigués dans la salle de soins. Et j'ai oublié, ça m'a fait du bien. Donc voilà, globalement, les soins sont au final très complets et nous, on va s'adapter, bien entendu, aux demandes de chacun. Justement, est-ce que tu pourrais nous partager un peu des conseils sur les choses à faire ou ne pas faire ? Par exemple, on en parlait tout à l'heure, perte de cheveux, quand on perd ses cheveux, est-ce que tu as des recommandations, des conseils ? J'ai envie de vous conseiller d'emblée d'être très, très vigilant quant au choix des produits, qu'il s'agisse des produits pour les cheveux, des produits pour la peau, etc. D'aller plutôt s'orienter vers des gammes dermocosmétiques qu'on va trouver en parapharmacie, en pharmacie, sans parfum, de réaliser le plus souvent possible des tests de sensibilité pour être sûr qu'il n'y aura pas de réaction ensuite. Et puis après, pour les cheveux, chacun sa spécialité. Il y a des socio-coiffeurs, il y a des prothésistes qui sont formés, mais bien entendu, la socio-esthéticienne a un rôle à jouer. Et nous, notre rôle, ça va être justement déjà de conseiller, de procéder par étapes pour que la personne ne ressente pas... je vais utiliser le terme traumatisme, c'est peut-être un terme un peu fort, mais c'est celui qui me vient en tête, mais que l'image progressivement, en fait, on transforme son image. Si par exemple on a les cheveux longs, mais qu'on procède à une première coupe de cheveux pour s'habituer, bien entendu qu'on soit vigilant aussi à l'entretien des cheveux, avoir un shampoing adapté, des shampoings bien sûr qui sont pour cheveux sensibles, qu'on puisse également au niveau des rituels, par exemple, pour sécher ses cheveux, d'éviter le séchoir chaud parce que ça peut aussi traumatiser le cheveu, dans la manière aussi d'essuyer ses cheveux plutôt en tapotage et surtout d'avoir des gestuels qui vont pouvoir permettre justement de garder le lien, le contact avec ses cheveux, pouvoir se masser le cuir chevelu justement pour s'approprier cette image et faire qu'il n'y ait pas trop de fractures, de fissures par rapport à la manière dont on vit les choses. Donc il va y avoir tous ces conseils très simples pour les cheveux, le choix du cosmétique, la gestuelle, etc. Puis après, procéder justement par étapes. Alors là, je parlais plutôt en amont, avant les premiers traitements. Notamment avant le premier traitement, par exemple, on va faire un shampoing la veille et puis ensuite, 2-3 jours après, on pourra éventuellement se relaver les cheveux. Puis après, il y aura bien sûr différentes phases avant le traitement et puis au moment de la perte des cheveux et puis après, une fois que la chute des cheveux est installée. Alors les conseils que je viens d'évoquer, notamment le choix des cosmétiques, quelle que soit la période, si c'est avant, pendant ou après, de toute manière, ça reste d'actualité. On fait attention aux produits qu'on utilise. Et pour la coupe de cheveux, ça reste aussi d'actualité, même quand les cheveux repoussent, par exemple, où là, les cheveux, il faut compter à peu près 1 centimètre par mois. Et puis, au fur et à mesure, on va restructurer aussi pour que que le cheveu, en fait, au final, repousse bien. Pendant tous les traitements, on va aussi utiliser des produits très plutôt nourrissants, hydratants pour la peau, pour que le cheveu ensuite repousse dans de bonnes conditions. Parce que si le cuir chevelu est sec, ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis, bien sûr, tout au fur et à mesure de ces différentes étapes, par exemple, certains patients peuvent ressentir un inconfort au niveau du cuir chevelu. Le cuir chevelu peut gratter, etc. Il faut savoir qu'il y a des produits spécifiques qui vont pouvoir justement pallier à ce genre de problème et qui vont pouvoir adoucir, pouvoir désensibiliser. Donc ne pas hésiter à aller consulter le prothésiste, la socio-esthéticienne, le socio-coiffeur pour qu'on puisse nous orienter vers ces produits. Donc j'allais dire vigilance, douceur et surtout, une fois de plus, il y a des professionnels du cheveu, les prothésistes, les socio-coiffeurs. On parle cheveux, mais il y a aussi une perte des cils, des sourcils. Qu'est-ce qui est recommandé aussi dans ces cas-là ? Il faut déjà savoir que selon les traitements, la perte des cheveux ne va pas se décliner de la même manière. Et puis selon les personnes aussi. Ce qui fait que quelquefois, ça peut arriver que des personnes, effectivement, au niveau des cheveux, il y a eu un impact très important. Et puis au niveau des sourcils et des cils, cet impact est un peu moins important. Ceci dit, comme il y a quand même, entre guillemets, une détérioration du poil, forcément, souvent, quand même, les cils et les sourcils sont un peu impactés
traiter. Donc il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, au niveau du sourcil, il peut très bien y avoir premier cas de figure où le sourcil, même si il est moins en forme, eh bien en fait la ligne reste bien présente et là un simple crayon à sourcil peut suffire. Et puis dans certains cas le sourcil, eh bien en fait il faut complètement le redessiner. Donc là il y a plusieurs techniques que la socio-esthéticienne pourra partager, mais on a des tutos sur internet qui sont très intéressants aussi qu'on peut consulter. Et puis il y a aussi la possibilité d'acheter des pochoirs tout faits. Personnellement j'aime un peu moins cette option parce que je trouve qu'au niveau du sourcil c'est je vais pas dire moins naturel, mais après, bien sûr, c'est le choix de chacune. Et donc, en tout cas, au niveau de la technique, avec le crayon sourcil, on va pouvoir tracer des repères et redessiner complètement le sourcil. Il y a des techniques particulières, mais là, une fois de plus, la socio-esthéticienne pourra accompagner et conseiller. En ce qui concerne les cils, eh bien là, la meilleure option, ça va être de prendre un crayon un col tout simplement et on va un crayon contour de l'œil et on va dessiner en fait un trait très fin au niveau du ras des cils pour redonner l'illusion du cil. Alors ce trait, ça sera plutôt dans des couleurs un petit peu plus foncées. On va déconseiller, même s'il reste des cils, d'utiliser le mascara parce qu'en fait ça peut fragiliser. Alors bien sûr tout ce qui est faux cils, etc., c'est complètement déconseillé et à proscrire, hein, comme là les ongles, je n'en ai pas encore parlé, mais les ongles par exemple, tout ce qui est ongles artificiels, bien ça on va éviter aussi parce que les cols, les produits qui sont utilisés peuvent provoquer là des allergies et surtout fragiliser. Petite chose aussi peut-être à rajouter par rapport à la repousse des cils et des sourcils, en ce qui concerne les sourcils et les cils, il existe des produits spécifiques dans les gammes également, où il y a des principes actifs qui vont rebooster en fait la repousse. Et pour le cuir chevelu également, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais pour le cuir chevelu, on va pouvoir conseiller par exemple de l'huile de ricin qu'on peut éventuellement mélanger avec de l'huile d'amande douce si on veut une texture un petit peu plus agréable, parce que l'huile de ricin, ça peut être une texture qui peut dans certains cas paraître un peu plus un peu plus épaisse, et donc là on peut mélanger ces deux huiles. Mais par contre pour les yeux, effectivement vous doutez bien qu'on va pas utiliser comme ça de l'huile de ricin parce que ça pourrait provoquer des dégâts. Donc là on va nous conseiller plutôt d'aller vraiment dans ces produits qui existent sur le marché, qui sont très performants. Donc là si les sourcils, il existe vraiment des produits spécifiques, cuir chevelu également, mais cuir chevelu on peut aussi, comme je venais de le dire, prendre de l'huile tout simplement, faire des massages, et ça permet aussi de réactiver un petit peu la circulation. Enfin, voilà, et surtout, en fait, le premier objectif, une fois de plus, c'est de pouvoir se toucher, en fait, et être avec soi-même. Je ne sais pas si l'expression, peut-être Alenka te parle ou pas, mais être avec soi-même, voilà. En cas de dessèchement important de la peau, qu'est-ce que tu peux conseiller? Parce qu'il me semble que c'est aussi un effet secondaire potentiel des traitements. Tout à fait. Il y a beaucoup de dessèchement de la peau qu'on appelle d'exérose, en fait. Et là, effectivement, il y a des choses à mettre en place. Le premier réflexe, c'est de la douceur, de l'hydratation. De la douceur par le choix des cosmétiques pour le nettoyage. Donc, ce qu'on appelle, une fois de plus, les dermocosmétiques. Donc, on va utiliser, notamment, on va privilégier les huiles lavantes, par exemple. L'avantage de l'huile, c'est que par la texture grasse de l'huile, ça permet de décoller les petites saletés à la surface de l'épiderme. Mais en même temps, quand on rince, il reste un peu d'huile, ce qui fait que ça évite le dessèchement. Bien sûr, il n'y a pas que l'huile lavante, hein, mais c'est vrai que nous, c'est le réflexe, c'est de proposer d'abord ce genre de texture. Donc, en tout cas, un produit de nettoyage très doux. Si on utilise du savon, ce qu'on appelle nous des savons sans savon, des savons physiologiques pour justement respecter le pH de la peau. Ensuite, là aussi, des gestuels par rapport au nettoyage, de sécher en douceur la peau avec tout ce qui est serviette très douce, etc. D'ailleurs, au niveau des textures, là, j'en profite pour conseiller d'utiliser, de mettre plutôt des vêtements, par exemple en coton, des vêtements larges quand vraiment la xérose, le dessèchement
dessèchement est avéré. Une petite chose aussi à notifier, c'est qu'il peut y avoir aussi plusieurs grades au niveau du dessèchement. Alors en tant que socio-esthéticienne, nous on conseille au niveau du grade 1, donc un petit dessèchement, mais quand il y a un dessèchement plus important, ne pas hésiter à aller retourner vers l'équipe et retourner vers l'oncologue. Alors quoi qu'il en soit, le visage, le corps, on nettoie en douceur et à chaque fois on va redonner de l'hydratation. Nous dans notre jargon, on va utiliser le mot relipidé, c'est-à-dire on va redonner du gras, des lipides à la peau pour éviter justement d'avoir aussi des sensations désagréables quand la peau devient sèche. S'il y a quelquefois des rugosités au niveau des coudes par exemple et qu'on voit qu'il y a des cellules mortes, on peut quand même utiliser un gommage très doux pour exfolier et puis éliminer ces cellules mortes. Mais en général, il vaut mieux vaut mieux déconseiller le gommage parce que ça peut aussi avoir. C'est un peu abrasif. C'est un peu abrasif, voilà. C'est bien, merci Charlotte. Tu m'as soufflé le bon terme. C'est un peu abrasif, donc le gommage vraiment avec vigilance et dans certains cas. En tout cas, on hydrate, on redonne du confort à la peau, on nettoie en douceur. Si là aussi la xérose il peut y avoir aussi des zones complètement desséchées, voire des zones qui vont nécessiter l'utilisation de produits cicatrisants, des baumes qui vont redonner du confort à la peau. Donc là aussi, il faut pas attendre que la situation s'installe. Il faut vraiment tout de suite utiliser ce genre de produits si on a besoin. Et si on sent que la peau est un peu échauffée, ça peut arriver quand la peau est sensibilisée, eh bien ne pas hésiter également à utiliser des eaux thermales. Les eaux thermales ont la particularité justement de pouvoir désensibiliser la peau. Si on invite après nos patients à aller faire des cures, c'est qu'il y a une bonne raison. Ce sont vraiment des eaux qui ont prouvé leur efficacité. Et donc l'eau thermale est tout à fait adaptée. Soit on peut l'utiliser à 15 cm du visage par exemple, et là l'avantage de l'utiliser à 15 cm à peu près, c'est que ça va éviter ensuite de prendre un Kleenex par exemple pour essuyer l'eau thermale, ça va pénétrer mieux dans l'épiderme. Soit on peut carrément utiliser l'eau thermale sur des compresses et on va poser ces compresses sur la peau. On peut aussi mettre, quand ça chauffe un peu, on peut mettre les cosmétiques au réfrigérateur une demi-heure avant, comme ça en fait on aura la sensation de fraîcheur sur la peau. En tout cas en cas de dessèchement de la peau, vraiment prenez conseil, venez voir la socio-esthéticienne, parce que là évidemment les conseils la liste n'était pas exhaustive, il y a plein de réflexes à avoir, que ce soit au niveau des vêtements, les cosmétiques, quels cosmétiques choisir, mais vraiment les premiers mots qui me viennent en tête, c'est de la douceur, être à l'écoute et de l'hydratation au niveau de la peau. Et en cas d'éruption cutanée, oui. Est-ce que type acné, je crois que ça peut exister aussi avec les traitements? Oui, tout à fait. Notamment dans les thérapies ciblées, il y a des réactions qu'on appelle réactions acnéiformes qui provoquent des folliculites. Et donc, en fait, là, effectivement, la peau peut être très sensibilisée, desséchée et peut y avoir l'apparition de boutons. Alors, la difficulté, c'est que même si on parle de réaction acnéiforme, c'est que ça n'est pas de l'acné. Donc, effectivement, on ne va pas mettre en place les mêmes protocoles qu'une personne qui a de l'acné. Là, les règles, les conseils essentiels restent les mêmes, de nettoyer en douceur, plutôt avec des savons sans savon, des huiles, etc., d'hydrater aussi bien le corps, le visage, et puis s'il y a des éruptions de boutons, il y a des produits spécifiques qui existent, notamment des produits à base de zinc qui vont calmer l'inflammation et qui vont permettre justement arrêter la prolifération, limiter la prolifération des boutons. Et puis il existe là aussi des baumes, des produits cicatrisants qui vont permettre de pouvoir restaurer un peu plus de confort au niveau de la barrière épidermique. Et savoir aussi, ça peut arriver qu'effectivement il y ait une atteinte un peu plus avérée. Là, ne pas hésiter à aller demander conseil, consulter, etc. Et là aussi, les eaux thermales ont tout à fait un rôle à jouer. Je conseille souvent à nos patients en fait de
mettre l'eau thermale presque à disposition dans le sac si ça chauffe un petit peu. Bon, après, des conseils basiques un peu évidents, ne pas gratter par exemple. Et c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Oui. C'est pas toujours évident. Et une chose que je n'ai pas encore évoquée depuis le début de notre entretien, c'est bien sûr d'être très très vigilant au niveau du soleil. D'ailleurs, souvent les oncologues vont partager aux patients ce conseil, zéro soleil. Après, dans la réalité, c'est pas forcément évident, bien entendu, mais là, bien sûr, les chapeaux, les lunettes, les produits solaires avec des écrans totaux, ou en tout cas 50 en indice, et puis tous les conseils que vous connaissez, voilà, protection, douceur, et puis être à l'écoute. Je reviens, voilà, être à l'écoute de soi et pouvoir se faire plaisir, utiliser aussi des produits qu'on aime. Ça, c'est important de choisir, si c'est possible, des produits qu'on va aimer au niveau des textures, etc. Parce que ça peut arriver qu'à un moment donné, le patient ait besoin d'une texture un peu plus onctueuse. Et puis, en fait, la personne n'aime pas cette texture. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on peut opter pour une texture un peu moins onctueuse, mais renouveler l'application plus souvent, puisque ça doit aussi être au maximum lié, donner envie à la personne de s'occuper de soi. Et c'est bien sûr répondre à un moment donné à une situation un peu d'urgence, parce qu'il faut bien sûr redonner du confort à la peau et puis éviter que la peau, par exemple, soit tellement sèche que ça craque, entre guillemets. Mais en même temps, c'est de donner envie, que ce soit plaisir. Au niveau du visage aussi, on encourage les dames à se maquiller, et puis il y a des produits aussi qui existent, des produits correcteurs. Et au niveau du maquillage, juste un petit réflexe, là aussi aller dans des gammes de maquillage adaptées et qui sont hypoallergéniques, qui ont été testées en fait pour pouvoir être complètement sécurisantes. Voilà. Il y a un syndrome aussi dont on parle souvent, qui est assez connu, celui des mains-pieds. Est-ce qu'il y a des choses qui existent pour essayer de mieux vivre ce syndrome ? Oui, tout à fait, Charlotte. Donc, le syndrome main-pied, en fait, il y a une altération au niveau de la peau également. La peau devient plus sensible, elle peut être rouge. Il y a une phase inflammatoire. Il peut y avoir aussi au niveau des talons des pieds une phase hyperkératosique. Donc, en fait, là où il y a un épaississement de la couche cornée qui est difficile à vivre, parce que même par exemple pour se chausser, et puis quand au niveau du talon, le talon est épaissi, même ça peut aussi occasionner des difficultés au niveau de la marche. Donc là, les conseils de base, bien entendu, ça va toujours être des conseils là aussi de vie dans le quotidien adaptés, à savoir, je reviens sur le port des chaussures, éventuellement pour les pieds, consulter un podologue aussi en amont des traitements, si on sait qu'il peut y avoir un impact au niveau des pieds. Après, le bon sens, le nettoyage des mains, des pieds, notamment au niveau des mains, utiliser plutôt du savon et de l'eau quand on se lave les mains dans la journée, plutôt que les gels hydroalcooliques qui peuvent dessécher, ou utiliser d'autres produits beaucoup plus doux, de bien sécher les mains. Au niveau des doigts de pied, entre les doigts de pied aussi, bien sécher entre les doigts de pied pour éviter, pardon pour l'expression, mais que ça macère, entre guillemets. Et puis, donc être vraiment à l'écoute des mains, des pieds, donc nettoyer en douceur, de pouvoir hydrater, nourrir la peau. Si à un moment donné la peau est fortement desséchée, on peut aussi utiliser des corps gras, par exemple mettre une crème assez épaisse, assez riche et onctueuse, et utiliser un film occlusif sur les mains ou sur les pieds, recette de grand-mère en fait, où on prend du film alimentaire par exemple, et ça permet, on pose 20 minutes, une demi-heure, et ça permet au principe actif de la crème de pénétrer plus en profondeur et de pouvoir redonner justement un petit peu plus de nutrition à la peau. Il existe bien sûr sur le marché des produits adaptés où on vend des gants, des moufles, et là aussi des chaussettes qui sont déjà imbibées de principes actifs. Donc là aussi, bien sûr, c'est une solution. Et là aussi, possibilité de mettre au réfrigérateur quelquefois les produits. Et si à un moment donné, il y a une altération vraiment plus importante, de nouveau, le même conseil, retourner vers l'équipe médicale, vers le médecin. Et
et faire être une fois de plus être attentif aux gestes, par exemple même le limage des ongles, que ça soit les mains ou les doigts de pied. Si on est diabétique, il y a aussi une attention plus parce que là aussi il peut y avoir des fragilités plus importantes. Et si à un moment donné la peau est vraiment impactée et que il y a une inflammation plus importante, une fois de plus, il y a des produits spécifiques. Quelquefois, nos patients dans certaines situations ont même des difficultés à toucher leur peau avec la crème, et donc il existe même des sprays. On peut vaporiser et ça c'est intéressant aussi parce que là il n'y a pas de contact direct, et dans certains cas c'est vraiment utile. Ou quelquefois ça peut arriver aussi au niveau des mains d'utiliser aussi des pansements en fait qui vont pouvoir calmer en fait, et notamment il y a des baumes aussi à base de vitamine E par exemple qui permettent de désensibiliser. Donc en fait il y a toute un panel de conseils qu'on peut donner. Là tout ce que je viens d'évoquer, il y a encore plein de choses à dire, mais de la douceur une fois de plus, de la nutrition, et penser aux professionnels, notamment podologues. Ça peut être intéressant de consulter le podologue en amont. Et là aussi, selon le grade, aller consulter le médecin si besoin, parce qu'il y a aussi des préparations en pharmacie. L'oncologue peut tout à fait prescrire des préparations qui vont répondre en fait à telle ou telle situation. Tu parlais des ongles. Il me semble qu'on n'avait pas justement abordé la question des ongles. Les traitements aussi peuvent impacter les ongles. Oui, il y a certains traitements qui peuvent impacter les ongles. Donc, dans certains cas, l'ongle peut se décoller, peut changer de couleur, il peut y avoir des inflammations. Donc là, il y a des produits qu'on va effectivement conseiller. Des gestuels simples, déjà dans le limage des ongles, plutôt utiliser des limes plutôt que des coupe-ongles, par exemple. De faire attention aussi, bien sûr, à bien protéger les gestes du quotidien. Si vous faites du jardinage, mettre des gants si c'est possible. Et puis les produits spécifiques, des gammes de produits à base de silicium en fait, qui vont pouvoir avoir une action réparatrice au niveau des ongles, une action aussi prévenir. Donc vous avez là aussi il y a des techniques. La socio-esthéticienne est là pour vous expliquer. Dans la pose du vernis, on va déjà mettre une première couche de vernis, une base exactement, 2 couches de vernis en général, et puis ce qu'on appelle un top coat. Il y a aussi des huiles séchantes, donc il y a tout un protocole, mais vous avez aussi des sérums. Dans certains cas, les personnes, notamment les messieurs, ils vont pas forcément avoir envie d'utiliser des vernis. Et là, il y a soit des vernis qui restent très très clairs et donc qui restent naturels. Et puis vous avez aussi des sérums qui sont tout à fait adaptés, qu'on va mettre sur l'ongle et là qui sont très rapides d'utilisation et qui vont éventuellement être la réponse aux personnes qui ne souhaitent pas utiliser de vernis. Les traitements peuvent très rapidement aussi fragiliser différentes muqueuses. Donc buccales, nasales, oculaires et aussi des muqueuses intimes. Est-ce que tu aurais des rapides conseils aussi à nous partager ? Alors déjà, rapide conseil, savoir qu'il y a des professionnels, par exemple les muqueuses intimes, peut-être que pour certaines dames, en tout cas ça peut être bien aussi d'aller voir le gynéco pour avoir justement les conseils adaptés, savoir quel produit utiliser. Pareil pour la bouche, c'est le dentiste, et puis bien sûr aussi au niveau du nez, au niveau nasal, il peut aussi y avoir des répercussions. Donc là aussi de la douceur. Au niveau des muqueuses buccales, il y a des sprays qui vont rafraîchir vraiment en douceur. Il y a des gammes vraiment spécifiques de produits. On peut aussi avoir le conseil de la diététicienne parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi des aliments qui vont aggraver ou au contraire qui vont permettre de diminuer les effets, les douleurs, les effets négatifs. Puis bien sûr le dentifrice aussi, d'avoir des dentifrices très doux, des brosses à dents vraiment très souples également. Puis il y a bien sûr des produits qui sont adaptés qu'on va pouvoir mettre en bouche. Et pour la muqueuse intime, c'est la même chose aussi. Surtout éviter bien sûr tout ce qui est produits parfumés, puis de mettre n'importe quoi, même les protège-slips également, des protège-slips bio. Et puis pour les yeux, là aussi, sérum physiologique, et puis faire vraiment le maximum de la douceur et une fois de plus aller voir, consulter. Nous, en tant que socio-esthéticienne, on va pouvoir
pouvoir donner des conseils généraux. Là, j'ai pas parlé des déodorants, par exemple, mais là aussi, on est très attentif à l'utilisation des déodorants. Tout à l'heure, on parlait des ongles à l'instant, d'utiliser aussi des vernis sans acétone. Tout ce qui être vraiment très vigilant au niveau du choix des cosmétiques. Mais là, même nous, si on donne le conseil, c'est vraiment le premier réflexe. S'il y a quelque chose qui nous est remonté par le biais, que nos patients nous remontent, on oriente vers les professionnels. Mais bien sûr, ça arrive que les patients vont nous faire part de ce genre de situation, notamment les dames par rapport aux sécheresses vaginales, parce qu'il y a encore des fois des difficultés à en parler. Et du coup, comme la socio-esthéticienne, elle rentre dans une certaine mesure dans l'intimité, et bien dans certains cas, ça va être aussi la porte ouverte aux confidences. Et nous, on recueille la confidence et ça nous permet ensuite d'orienter et surtout de dédramatiser et de pouvoir dire il y a des solutions et moi je vous invite vraiment à aller voir le psychologue par exemple si on se sent pas bien, le sexologue, le gynécologue, toutes les personnes ressources de l'équipe. Nous, souvent, les équipes vont nous orienter justement les patients, les patientes, et de la même manière, on va orienter vers le dermato, vers les infirmières. Chacun a sa place. On travaille d'abord en équipe. Ça, c'est important de le souligner. Je dirais que c'est un peu ton mot pour la fin, finalement. C'était de dire dans la mesure du possible, prendre soin de soi. En tout cas, il y a des choses qui existent pour continuer à prendre soin de soi et de se retrouver belle, finalement. Tout à fait. Alors, se retrouver belle, voilà, l'importance, là je viens d'en parler de l'équipe, l'importance aussi de se dire qu'il y a des solutions, d'en parler, de pas rester isolé, de se faire plaisir et aussi l'importance, de se rendre compte qu'on est d'abord une personne et que quelque part, se respecter soi-même, se retrouver son identité. À partir du moment où il y a du plaisir, qu'il y a une envie, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc oui, ça c'est le mot de la fin. Il y a des ressources, il y a des professionnels, il y a des associations, il y a des ressources internet. Bon là, il faut être vigilant bien sûr dans le choix de ces ressources. Et il y a aussi surtout le fait de continuer à s'aimer et puis de ressentir aussi que les équipes, les professionnels aussi, on reconnaît bien sûr chaque patient et chaque patiente comme une personne et que on a un beau métier et qu'on est très touché également de pouvoir accompagner toutes ces belles personnes et qu'on a tous, je pense, des ressources en nous. Ouais, c'était le mot de la fin. Merci Dominique. Alinka, justement, on est là pour parler de ton histoire. Tu vas nous partager un petit peu ton expérience, mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter ton parcours en quelques mots? Bonjour, moi je suis Alinka, j'ai 55 ans. J'ai été malade il y a 10 ans, donc on m'a diagnostiqué à 45 ans d'un carcinome infiltrant très invasif triple négatif avec la mutation BRCA1. Je suis rentrée dans un protocole expérimental, donc dans un essai clinique. J'ai dû faire 16 séances de chimiothérapie, dont 12 toutes les semaines, et je prenais en même temps une thérapie ciblée, donc des cachets de chimiothérapie tous les jours, 2 fois par jour pendant 12 semaines. Est-ce que tu peux nous préciser à quel moment tu as commencé à ressentir que la maladie modifiait et changeait ton image? Déjà, moi, c'était les cheveux. Donc, j'ai porté le casque justement pendant 14 séances pour ralentir le processus. Donc, même si j'avais le casque, ça a commencé à se dégarnir sur le dessus. Pour pas que les gens voient la maladie, en fait, je mettais toujours un bonnet en laine ou casquette ou chapeau. Mais en fait, maintenant, avec le recul, je me rends compte que en fait, les gens me regardaient encore plus parce qu'aller au restaurant avec un chapeau ou une casquette qu'on n'arrive pas ou un bonnet, en fait, ça attire encore plus l'attention. Et comment tu as justement réussi à gérer tu disais c'était très difficile pour toi, la perte des cheveux, c'est vraiment la chose qui t'a le plus Ah oui, la perte des cheveux, en fait, dès que n'importe qui prononçait cheveux, je me mettais à pleurer. J'avais quand même été en amont aller fin août pour aller chercher une prothèse capillaire.
D'abord, j'avais passé par l'étape de couper mes cheveux parce que le psychologue, le psychiatre m'avait dit, premier rendez-vous, m'avait fait enlever ma pince et quand il a vu la longueur de mes cheveux, il m'a dit ça serait mieux que vous les coupez un peu. J'ai appelé ma coiffeuse qui ne me comprenait pas parce que, on va dire à peu près 15 jours avant, j'avais été faire colorer mes cheveux. Et elle me dit, non, on vient de colorer tes cheveux. Et j'ai dit, oui, mais là, c'est pour les couper. Donc, elle a compris tout de suite. Et mon mari, pour me rassurer, m'a dit, mais oui, mais tu voulais les couper. J'ai dit, ouais, ok, sauf que là, c'est la maladie qui me l'impose. C'est pas mon propre choix. Donc, je les ai coupés un peu court pour faire une coupe à la garçonne. Par contre, l'erreur que j'ai fait et qu'il faut pas faire, c'est que je les ai relaissés pousser. Parce que je sortais, comme je me dégarnissais au niveau du crâne, je sortais toujours avec un bonnet en laine, une casquette, un chapeau. Même au restaurant, j'allais au restaurant, je n'enlevais ni le chapeau, ni la casquette ou quoi que ce soit. En fait, c'est ridicule parce que les gens là vous regardent encore plus. Parce que se demandent pourquoi vous enlevez pas votre bonnet ou quoi que ce soit. Par contre, mes cils et mes sourcils, ça m'a moins impacté parce que déjà, avant d'être malade, j'avais pas beaucoup de cils et de sourcils. Ils étaient très fins, très clairs. Donc, c'est vraiment ça m'a pas traumatisé. Le plus, ça a été les cheveux. Les cheveux, c'était le mot à bannir. Et comment tu as réussi justement à gérer le regard des autres ? Je parlais justement de regard des autres, mais... Alors, en fait, le regard des autres, alors on s'en rend pas compte, mais on regarde les autres personnes en se demandant s'ils voient quelque chose. Et en fait, quand vous regardez quelqu'un et que vous le fixez, à un moment donné, la personne va vous regarder. Et donc, je me suis aperçue et je fais cette technique, c'est qu'en fait, je vais regarder les gens, mais je vais pas m'attarder sur eux en me posant la question s'ils ont vu quelque chose. Et c'est la meilleure façon, en fait. Parce que si on va regarder quelqu'un avec assistance, la personne va s'en rendre compte et elle va vous regarder. Et là, après, bien sûr, on se fait des scénarios à nous tout seuls. Donc, j'ai appris à faire ça parce que comme j'ai été opérée et que je n'ai plus de poitrine et que je mets pas des protèges externes, combien de fois mon mari me dit « on te regarde ». J'ai dit « je m'en fous en fait ». Moi, je les regarde pas. À partir du moment que je les regarde pas, je vais pas voir qui me regarde et qui me fixe et qui cherche à savoir peut-être pourquoi j'ai plus de cheveux, pourquoi j'ai plus de poitrine ou rien du tout, ou pourquoi j'ai plus de sourcils. Bon, moi, l'avantage, c'est que j'ai des lunettes. Ça cache quand même un petit peu. Ça fait moins qu'une personne qui a pas de lunettes, mais en fait, il faut éviter à fixer les personnes et on se rend compte que on vit beaucoup mieux parce que du coup, les personnes ne vont pas s'attarder à vous regarder. Part s'ils vous trouvent canon, ouais, là, yo. Justement, tu parlais de ton mari. Comment tu as géré tout ça dans le couple ? Alors, je dois avoir un mari exceptionnel parce que ça a été le premier, comme il savait que mes cheveux c'était très traumatisant, à me dire « Mais non, tu as encore des cheveux, tu vas pas les perdre. » Mais c'est un petit jeu aussi... qui peut... Alors, c'est pas du mensonge, mais en fait, moi, pour lui faire plaisir, après, je me disais, bon, il a raison, donc on va pas raser la tête, puisque il voit que j'ai encore des cheveux, je mets mon bonnet, donc du coup, ça se voit pas, même si mes cheveux sur les côtés commençaient aussi à se perdre. Donc, il y avait un peu ce faux semblant. Je me souviens que en ayant porté le casque 14 fois, la 15e fois, il était impossible parce que j'étais trop dégarnie, donc ça risquait de brûler ma peau. Donc quand on est revenu de cette 15e séance de chimiothérapie, mon mari a voulu aller chercher un nouveau casque de moto. Il m'a dit « Tu viens avec moi ?» J'ai dit « Pas question ». Et il comprenait pas, parce que juste avant, on avait été chercher cette fameuse perruque que j'avais jamais été chercher au magasin. Et il m'a dit, faut la mettre. Il a fallu recouper mes cheveux. Là, ça a été un carnage. Mais en fait, je voulais pas. Et on a eu un peu une petite dispute. Et je lui ai dit, de toute manière, tu vas me raser la tête. Ce que tu comprends pas, c'est que quand je me vois,
je vois l'image de ma maman et du coup, c'est relié à la mort. Vu que ma maman est décédée à 44 ans d'un cancer du sein, quand je me vois vraiment, je vois ma mère qui ne voulait pas se raser la tête. Donc, j'avais exactement, comme elle, gardé les cheveux sur les côtés et tout. Et en fait, le lendemain, j'ai tendu la tondeuse à mon mari et il m'a dit « T'es sûre ?» Je lui ai dit « Oui ». Alors, on a pleuré tous les deux. Hein. Alors, on a pleuré tous les deux, mais tous les deux, on a eu un sacré soulagement. Et il m'a dit « T'avais raison, on aurait dû faire ça plus vite. » Parce que je trouve, alors c'est mon expérience personnelle, mais je trouve en fait que c'est hyper traumatisant d'avoir les cheveux sur les côtés et tout le dessus du crâne qui sont tombés. Parce que, de toute manière, là, on savait que ça allait pas repousser. Il y en a, ils font le choix peut-être de garder cet état jusqu'à temps que les cheveux repoussent, mais en fait, c'est hyper traumatisant. Et quand je vois aussi des personnes qui gardent les longs cheveux jusqu'au bout et qui tombent, cool. Il vaut mieux les avoir courts. C'est pour ça que moi, contrairement à beaucoup, je veux pas avoir comme avant. Donc mes cheveux, quand ils sont longs, tu les coupes. Ouais, parce que tu n'avais pas cette volonté de retrouver l'image de toi avant. En fait, finalement, tu as réussi à accepter ce nouveau toi. Oui. Alors, bien sûr, ça a passé par des phases différentes, parce que mes cheveux, ils ont repoussé frisés. J'ai jamais été frisée. Alors, bien sûr, quand on a les cheveux raides, on dit « Ah, qu'est-ce que j'aimerais être frisée ?» Mais je vous assure que quand les cheveux repoussent frisés, vous vous dites « Mais non, je voulais mes cheveux d'avant. » Et là, c'est pareil. J'ai eu du mal à accepter mes cheveux frisés avec une mèche grise qui était poussée parce que purement et tout simplement, on se retrouve pas. On retrouve pas notre identité parce que celle d'avant, elle s'efface un tout petit peu avec celle de la maladie. Mais après, c'est le nouveau nous et ça, c'est compliqué. Par contre, quand j'ai commencé à avoir les cheveux, comme mon oncologue m'a dit, ça va faire comme un enfant de 3 ans quand ça va repousser. Ça va pousser à peu près la texture que vous avez avant, mais les boucles vont rester dans le bas. Là, j'ai très mal vécu aussi. J'ai attendu d'aller au coiffeur et j'y suis allée avec ma sœur de cœur. En fait, j'ai pleuré, elle a pleuré, la coiffeuse a pleuré parce que la première coupe de cheveux est aussi traumatisante que quand on les coupe parce qu'on les perd. Et je commençais à aimer mes cheveux frisés. J'ai dû les couper et maintenant je les coupe parce que je veux plus qu'ils soient longs parce que ça me ramène à la maladie, à ce que la maladie m'a volé, ce que j'avais avant. Et surtout, parce que là, j'avais été un moment sans pouvoir aller le couper dû à mon métier, ils refrisent, mais refrisent dans le bas. Et du coup, là, c'est pareil, je ne peux pas. En fait, ça, je les ai coupés il y a 15 jours et je pouvais plus parce que même mon mari, ça lui a fait drôle parce que ça nous rappelait tout le parcours que j'ai fait avant. Alors après, il y en a beaucoup qui vont dire ils veulent avoir exactement l'image qu'ils avaient avant, les longs cheveux qu'elles avaient avant et tout. Mais on est quand même quelques-unes où en fait c'est notre nouveau nous, c'est comme une renaissance en fait. Moi je dis toujours que c'est ma deuxième vie. J'ai cette chance, donc c'est ma deuxième vie. Et donc la première vie, il faut la laisser au passé et vivre la nouvelle vie pleinement. Et est-ce qu'il y a des petites choses du coup dans ta nouvelle vie qui te permettent de te dire je suis jolie aujourd'hui, je suis bien comme je suis Oui, parce que déjà il y a les compliments des gens et tout ça, que ça soit donc la famille et l'entourage, on va dire qu'ils sont pas objectifs. Parce que comme ils nous aiment, mais moi je me souviens qu'à chaque fois je venais ici pour mes traitements et l'équipe médicale à toutes les périodes m'ont toujours dit vous êtes jolie, vous êtes très féminine et tout, ça fait plaisir. Mon équipe médicale au 4e, quand j'arrivais, je l'ai su après parce qu'elles me l'ont avoué après, c'est qu'en fait toutes les semaines quand ils me voyaient, ils faisaient des petits paris pour savoir comment j'allais être habillée, quels bijoux j'allais mettre et tout ça. En fait, ils ont toujours perdu parce que ils m'ont dit vous êtes jamais venus ni avec les mêmes bijoux et ni avec les mêmes vêtements. Et moi, je m'étais pas rendu compte, mais je me faisais un point d'honneur d'être présentable, d'être toujours coquette. Alors déjà, oui, il y a pour nous, mais il y a pour l'entourage parce que moi, dans toute la maladie, ce qui a été compliqué, c'était
de me distinguer du parcours de ma maman. J'ai vu ma maman se laisser aller quand elle est tombée malade, qui était très coquette, se laisser aller, traîner en jogging. Alors les jogging, c'est pas mon truc. Jogging vert et jogging mauve violet. C'était même pas mauve, c'était violet. À l'époque, j'avais 16 ans. Donc c'est un truc qui m'est resté traumatisé et j'ai dit tous les matins, même si j'étais pas bien, c'était une chose que je ne voulais pas faire subir à mon entourage, que ça soit mon mari, mes enfants. Donc j'ai toujours mis ce point d'honneur de m'habiller comme si que j'allais sortir, me maquiller. Donc bien sûr, le maquillage chez moi, ça a été compliqué. J'ai dû apprendre par moi-même en regardant sur Internet. Donc bien sûr, faire très attention parce qu'on peut avoir de tout et du n'importe quoi. Et de regarder les tutos. Alors j'ai une amie, à l'époque, elle avait 22 ans. Et elle a été vraiment, avec mon mari, un pilier. Son regard a pas changé quand je suis tombée malade. Sans ce contraire, elle a fait comme si que la maladie n'était pas là, même si elle était inquiète. Mais les séances shopping, elle m'a dit va voir tel tuto qui va pouvoir te dire comment faire un sourcil. Parce que comme je n'avais plus de repères du tout, parce que j'avais même plus aucune base, donc c'était compliqué. Soit on se retrouvait avec un sourcil plus haut que l'autre, ou les sourcils trop hauts, trop bas. Donc j'ai dû apprendre sur le tas, comme après aussi comment s'habiller quand on n'a plus de poitrine. Alors au début j'étais Amazon, donc c'est avec un sein. Donc c'est pareil, j'ai une amie qui a une boutique de prêt-à-porter qui m'a hyper aidée. Elle m'a conseillé parce que les vêtements, si c'était trop échancré, on voyait ma cicatrice. Je voulais pas qu'on voit ma cicatrice. Je voulais pas qu'on voit ma prothèse. Donc c'était tout un processus. Et après, quand on m'a enlevé le deuxième sein, je voulais me faire reconstruire. Mais voilà, il y a des moments dans le parcours où on ne peut pas toujours faire ce qu'on a envie. Et s'adapter sans ça, j'ai fait le choix de pas mettre des prothèses externes. Alors j'ai eu beaucoup de réflexions, des copines. Oui, mais moi je connais un tel, elle met un soutien-gorge avec 2 prothèses externes et ceci et cela. Et comme j'aime bien faire aller l'humour, je lui ai dit ok. Alors je lui ai dit tu vois, quand tu mets tes seins, tes faux seins dans ton soutien-gorge, pour que vous soyez rassurés, parce que c'est beaucoup des réflexions de femmes que j'ai, pour vous rassurer, ok, vous me voyez avec une poitrine et tout, vous dites ouais c'est cool, elle est guérie et tout ce qui s'ensuit, mais le soir, quand j'enlève mon soutien-gorge et que mes totos tombent par terre, c'est pas vous qui avez le traumatisme, c'est moi. Et moi tous les matins je dois remettre le soutien-gorge avec les prothèses et tout. Donc voilà, et mon mari, lui, il voulait pas que je me faisais reconstruire. Alors bien sûr, esprit contradictoire, moi je voulais être reconstruit. Bon, problème médical a fait que je ne peux pas. Et je verrai toujours, quand on m'a fait enlever le deuxième sein, je suis sortie donc avec le soutien-gorge avec 2 prothèses en mousse. Et de toute manière, si le monsieur qui était en voiture à côté de nous écoute, il va avoir ce souvenir parce que dans la voiture, mon mari me regarde et il me dit « Mais t'as mis les prothèses ?» Ah non, mais il dit « Tu vas avoir mal, enlève ça. » Donc dans la voiture, au feu rouge, j'ai enlevé mon soutien-gorge et c'est tombé les tototes, quoi. Ça nous a bien fait rire. Et après, voilà, c'est s'adapter. Vraiment, où j'ai le plus eu du mal, c'est l'été. Pourquoi ? L'épreuve du maillot de bain. Parce que le maillot de bain, quand on est plate, on me dit, oui, les petites filles, quand elles mettent les triangles, ouais, ok, mais elles ont le mamelon et le téton en repère. Tandis que moi, n'ayant plus rien, plus de mamelon, plus de téton, ça fait un torse sans rien. Donc, le soutien-gorge du maillot de bain, c'est soit trop haut, c'est soit trop bas. Quand on met les 2 prothèses, comme beaucoup m'ont dit, ouais, ok, c'est bien, mais vous mettez les prothèses, vous avez les seins, un coup à droite, un coup à gauche, trop haut, trop bas, parce que toujours le même souci, on n'a plus de repères. Donc vous avez les seins qui vous arrivent au niveau de la gorge, ou les seins qui arrivent au niveau du nombril, vous bougez, c'est sur le côté. Donc voilà, c'est toute une complication, mais après on gère.
Maintenant, quand je mets des trucs transparents, qu'on me dit faudra mettre quelque chose en dessous parce que c'est transparent, moi j'ai pas besoin. Et après, on a juste à mettre des grosses boucles d'oreilles, un grand collier. Tu parlais de ton rouge à lèvres, il me semble. Oui, et alors là, ça a été mon... Je mettais jamais... Alors si, je mettais du rouge à lèvres avant, mais pas rouge. Et pendant la maladie, j'ai commencé à mettre du rouge à lèvres rouge. Donc maintenant, c'est mon meilleur allié. Le rouge à lèvres rouge ou rouge orangé, mais plus des teintes roses et tout ça, non. C'est bien pétant. Alors en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient le rouge à lèvres, ils voient des grosses boucles d'oreilles, un gros collier. Un sourire. Et du coup, ils ne font pas attention que j'ai plus de ça. Souvent, on me dit, quand je fais les visites médicales, pourtant, ici, on me connaît depuis 10 ans. C'est toujours les mêmes personnes que je vois. Vous enlevez votre soutien-gorge. Moi, ça me fait rigoler. Et je le dis avec humour, c'est quoi cette chose de torture, je ne connais pas. Mais voilà, on s'adapte à tout. Il faut du temps. Du coup, tu partageais les boucles d'oreilles, le rouge à lèvres. C'était ta manière finalement à toi de te réaccepter, de réaccepter ton nouveau toi. Tu partages ton expérience aujourd'hui parce que j'imagine que c'est un sujet qui reste encore tabou. Et justement, tu veux en parler aujourd'hui pour dire il y a des choses qui existent, il y a des moyens de se réapproprier son nouveau corps et d'accepter cette nouvelle image en fait. Oui, c'est ça, parce qu'il y a encore, c'est vrai, pas mal de tabous. Celui-là où la féminité, en fait, c'est la poitrine chez la femme. Et ici, il y avait 2 professionnels médicales qui m'ont dit « Mais Madame Vanarien, la féminité ne passe pas par les seins. » Et en fait, cette phrase, même quand je suis pas bien, je me la répète parce qu'ils ont raison. Bien sûr, c'est du paraître, mais ça fait du bien aussi de faire voir aux gens que, ok, on est sans poitrine, mais qu'on peut être belle. Il y a des petits avantages aussi. Donc, et puis, pas avoir de cheveux, ok, on peut être belle. Il existe plein de choses, de toute manière, que ça soit des bonnets, des franges ou quoi que ce soit. Maquillage, pareil. En plus, il y a des socio-esthéticiennes qui sont là pour apprendre ce que moi, je n'ai pas eu à l'époque et ce qu'il m'aurait fallu. Et c'est surtout, pas avoir de tabou. Et j'espère que le témoignage, ne pas se sentir seule aussi. Parce que moi, en fait, toute cette période-là, je me suis sentie seule et apprendre par moi-même. Et je me dis qu'à l'époque qu'on est actuellement, ça devrait plus exister. Savoir que les femmes, elles peuvent trouver des subterfuges, les hommes aussi, parce que les hommes, ça les impacte aussi quand ils ont plus de cheveux, ou comme tu disais, dire à un homme, mettre du rouge, du vernis à ongles pour les chimiothérapies, mais il existe maintenant un vernis à ongles pour hommes. Et l'astuce, tout simple, qui bien sûr fait rire, qui nous dit on est complètement disjoncté, c'est de se mettre devant le miroir tous les matins, se regarder et se dire on est belle. Moi, c'est ce que j'ai fait pour bien me réadapter à mon image. En fait, je me mettais devant mon miroir et je me disais non mais en fait je suis canon. Même sans sein, je suis belle. Et et des fois je regarde les photos que j'ai faites en photothérapie où le premier cliché que le photographe m'a envoyé, je me suis dit mais punaise, mais qu'est-ce que je suis belle. Même avec un sein, parce qu'à l'époque j'avais qu'un sein, et je pense les refaire une séance comme ça maintenant avec la non-reconstruction, puisque je suis pas reconstruite, donc de refaire une séance photo pour bien me réapproprier le corps. Et puis, être fière de ces cicatrices. Maintenant, moi, j'ai appris à les aimer. J'ai pas peur de les toucher ou quoi que ce soit, parce que je sais que beaucoup ont peur de toucher leurs cicatrices. Moi, pas du tout, parce que je me dis, ça fait partie de notre vie, de notre parcours, et qu'il faut pas en avoir honte. Et c'est juste les protéger, par contre. Quand il y a du soleil, il faut protéger les cicatrices, parce que une fois bronzé, c'est terminé. Quand vous êtes plus bronzé, la cicatrice restera bronzée. Donc c'est bien de se protéger à ce niveau-là et puis à
Et le principal, c'est de se sentir belle et puis d'utiliser les produits qui vous font plaisir, mais quand même regarder. Mais bon, je pense que quand on tombe malade, après, on est assez vigilant, on regarde beaucoup les étiquettes et il existe plein de choses, en fait. Donc, ce serait mon mot de la fin et d'en discuter, d'en parler avec les professionnels, vraiment sans tabou. Parfait. Merci Alinka pour ce partage. Merci à tous d'avoir écouté notre podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne pour en parler sans tabou.